à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question: peut-on éradiquer la faim dans le monde? Un sommet mondial pour la sécurité alimentaire vient de se réunir à Rome, au siège de la FAO, cette semaine. Les 183 membres de cet organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation se sont mis d'accord sur le principe d'un partenariat mondial. Mais cet accord ne prévoit aucun objectif concret, ne définit aucun calendrier précis et ne dégage aucun fonds spécifique. Un échec, selon la plupart des ONG comme le CCFD. Pourquoi donc les pays où l'on meurt de faim n'arrivent-ils pas à produire de quoi se nourrir? Pourquoi les marchés agricoles restent-ils la proie des spéculateurs? Pourquoi les responsables politiques aussi se préoccupent-ils moins de cela, de la faim dans le monde, que des deux autres crises dont on parle, la crise financière, mais aussi la crise du réchauffement climatique? Nous allons tenter de répondre, comme chaque semaine, à ces questions avec l'aide d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Jean-François Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information et des programmes à RCF. Émeric Pourbet, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes directeur de l'information à Radio Notre-Dame. Alors, avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous propose une première interview, un premier point de vue, c'est celui d'un expert qui est Vincent Ribier. C'est un agronome chercheur au CIRAD. Alors le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il est aussi enseignant à l'Université de Paris et il a écrit plusieurs ouvrages sur cette question. C'est Émeric Coletta qui l'a rencontré et je vous propose de regarder ces images. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un enfant vient de mourir de la faim. Ce spot a de quoi choquer. Pourtant, il n'a donné qu'un léger coup de projecteur sur le sommet de la FAO qui a débuté lundi. Son thème, la sécurité alimentaire, autrement dit la faim dans le monde. En ouverture de ce sommet qui a lieu au siège de la FAO à Rome, Benoît XVI était invité à s'exprimer. La faim est le signe le plus cruel et le plus concret de la pauvreté. Il n'est pas possible de continuer d'accepter l'opulence et le gaspillage quand le drame de la faim prend des dimensions toujours plus grandes. Depuis 1990, on est passé de 850 millions à plus de 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Le pape a également souligné que tout cela survient alors que se confirme le fait que la Terre est en mesure de nourrir tous ses habitants. La question n'est donc pas uniquement celle de la quantité. Le niveau de production n'est pas le seul critère. Il est important pour un pays de produire, mais les structures de production sont aussi très importantes. Ce n'est pas la même chose si une très petite partie de la population produit tout et que tous les autres doivent acheter leur alimentation, ou si une grosse partie de la population a accès à des moyens de production qui lui permettent de produire une partie de la production. Parce qu'effectivement, se posera toujours après la question de la capacité monétaire de ceux qui n'ont pas produit de pouvoir acheter leur production. La répartition géographique est aussi assez significative. En Asie, on recense 2/3 des 1 milliard de personnes sous-alimentées. Le développement, la croissance forte, mais très inégalitaire, qu'on observe dans beaucoup de pays émergents, Chine, Inde en premier lieu, mais Brésil aussi, est préoccupante à cet égard parce qu'il y a beaucoup de laissés pour compte. C'est-à-dire que la situation, à titre d'exemple, la situation en Inde ne s'améliore pas du tout au niveau, bien au contraire, même se dégrade, au niveau du nombre de mal nourris, alors que pourtant le taux de croissance de l'Inde est fort respectable, de même qu'en Chine. Dans les pays du Nord, certaines mesures favorisent le développement, mais en même temps ruinent parfois les cultures locales dans les pays plus pauvres, à l'image de la politique agricole commune ou du Farm Bill américain. Les excédents européens dont on ne sait pas trop quoi faire, et également américains d'ailleurs, sont mis sur le marché mondial sans égard aux productions locales qui peuvent être fortement déstabilisées par des afflux ponctuels d'excédents européens et américains très fortement subventionnés et qui vont déstabiliser durablement certaines filières, notamment, et je pense notamment à des filières à la fois de tomates, à la fois filières de volailles. Rapport ou pas, on notera l'absence au sommet de Rome de tous les dirigeants des pays du G8, excepté celui du pays hôte.
Alors messieurs, d'abord Jean-François Baudin, bien entendu, on va essayer de ne pas être trop dans la technique, naturellement, d'essayer un petit peu de dégager les grands axes de cette réflexion. Peut-être que vous souhaitiez réagir à cette interview, et notamment sur cet aspect, est-ce que c'est un problème avant tout politique, financier, agricole ? Comme vous le dites, je ne suis pas un expert, mais il me semble que c'est les trois réunis, c'est-à-dire que sans volonté politique, on ne pourra pas dégager des fonds. Donc le problème, il est peut-être à la base politique, après il devient financier, surtout qu'en période de crise, la tendance naturelle est de se recentrer sur ses propres besoins en oubliant ceux des voisins qui sont peut-être dans des situations plus critiques que le nôtre. Et après, il y a sans doute des questions techniques et agricoles, mais qui, à mon avis, sont le troisième versant de l'affaire. Donc moi, je mettrais sans doute des raisons politiques, financières et agricoles, mais je pense que la volonté politique est quand même cruciale. On l'a bien vu, ouverture du sommet de la FAO à Rome, aucun chef de gouvernement ou chef d'État présent au niveau européen. Quand c'est un G8 ou un autre rendez-vous à Pittsburgh, au sommet de l'économie, etc., là, ils sont tous sur la photo. Là, il y en avait zéro. Donc, c'est bien qu'il y a quand même, au départ, une absence de volonté politique qui, à mon avis, pénalise cette question de la faim. Alors, à votre avis, Émeric Pourbet, je repose la même question. Bien entendu, est-ce que c'est un problème politique ? On voit, Jean-François Baudin le souligner, l'absence de chef d'État. Pourquoi il ne s'intéresse pas à ce sommet-là ? Pourquoi il s'intéresse à la crise du climat ? Il s'intéresse à la crise financière, alors qu'on sait bien que, notamment l'année dernière, les émeutes de la faim ont procuré une instabilité politique dans certains pays. Je crois qu'effectivement, ce n'est pas leur problème numéro un aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi peut-être un deuxième élément qui est sans doute le discrédit dont souffrent ces grandes institutions internationales. Et on a vu notamment lors de ce sommet de la FAO un certain nombre d'ONG qui représentaient des petits exploitants agricoles en Amérique du Sud ou en Afrique manifester devant le sommet de la FAO en dénonçant une sorte de collusion entre cette institution, la FAO, donc, et certaines multinationales qui souhaitent acquérir des terres à bas prix dans ces régions dont on sait qu'à terme, elles pourront être extrêmement productives. Et donc je crois que c'est aussi ça peut-être qui peut expliquer la désaffection de nos dirigeants politiques à cette manifestation. Vous parliez de la crise alimentaire d'il y a un an, mais cette crise alimentaire était complètement conjoncturelle et pas structurelle. C'est-à-dire qu'elle était conjoncturelle dans la mesure où, malheureusement, et le pape d'ailleurs l'a dénoncé à la FAO, le marché des céréales est soumis, comme un marché boursier, aux aléas des cotations. C'est la spéculation comme sur le reste. Donc on sait bien qu'il y a une crise alimentaire qui est liée à une flambée des prix des céréales, une augmentation de 34%. Donc, effectivement, il y a une atteinte politique, mais comme les cours redescendent, on sait que ça va calmer les gens et que de toute façon, politiquement, il n'y a pas grand risque. Donc, je pense que ce risque est plutôt mesuré. On a parlé aussi peut-être d'absence de volonté politique, notamment des pays occidentaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus la gestion des pays à problème eux-mêmes. Prenons un seul exemple, le Zimbabwe de Robert Mugabe. Quand un dirigeant à la tête d'un pays dont la population souffre manifestement, a comme seul principe de s'enrichir personnellement, lui et ses proches, c'est aussi quand même un obstacle qu'il convient de souligner. Hein. Ça me semble aussi important de pouvoir le dire. C'est un aspect d'injustice, vous y faisiez déjà allusion, Émeric Pourbet. On dit aussi que dans certains grands pays, notamment comme en Amérique latine, il y a des grands pays, ou en Afrique, comme la Chine, comme d'autres grandes puissances, qui sont en train, en quelque sorte, de nouveau de jouer aux colonialistes en pillant les terres. Est-ce que c'est un procès justifié qui leur est fait, à votre avis ? Est-ce que c'est justifié ? Je ne sais pas. Ils jouent leur rôle de grande puissance qui cherchent effectivement à se développer, à acquérir aussi les ressources nécessaires pour pouvoir encore se développer davantage. Donc on ne peut pas les en blâmer. En revanche, ce qui est effectivement dommage, et ce que soulignait Jean-François tout à l'heure, c'est que la corruption dans ces pays donc qui sont victimes du pillage, en Afrique notamment, fait qu'il n'y a aucune barrière entre la population, les agriculteurs qui sont démunis face à ces grandes puissances et à l'argent dont elles disposent, ça c'est certain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de roublardise aussi de la part faisons notre mea culpa, de la part des puissances occidentales ? Je voyais que certaines ONG dénonçaient les décisions prises au sommet du G8 en Italie l'été dernier, à l'Aquila, en disant que pratiquement moins d'un quart des 20 milliards de dollars étaient en définitive constitués d'argent frais. Est-ce que ça veut dire en effet qu'il y a une certaine forme d'absence de transparence dans ces subventions qui sont décernées aux pays pauvres ? Sans doute un petit peu. On sait bien que dans ce genre de sommet, malheureusement, l'effet d'annonce est au moins aussi important que les conséquences réelles de ces annonces. Vous l'avez dit d'ailleurs dans le sommet de la FAO, on a une belle déclaration avec des déclarations d'intention parfaites. On veut éradiquer la faim dans le monde. Qui peut dire on est contre ce programme ? Sauf qu'il n'y a effectivement aucun moyen, aucune échéance, aucune date. Alors après, savoir quels sont les moyens qui sont mis, on débloque des sommes faramineuses.
moi, je ne suis pas contrôleur de gestion, mais j'imagine qu'un contrôleur de gestion international mettrait son nez là-dedans. Il serait peut-être assez étonné de voir comment les mécanismes financiers s'articulent. Et je pense que, voilà, encore je ne suis pas spécialiste, je pense qu'il y a un peu de perte en ligne quand même, quoi. Émeric Pourbet. Je crois qu'il faut se pencher aussi sur ce qu'a analysé de manière très intéressante une jeune économiste zambienne qui a été éduquée à Harvard, donc dans les meilleures institutions universités occidentales, et qui a travaillé à la Banque mondiale, chez Goldman Sachs, donc qui connaît les mécanismes économiques et qui nous dit finalement l'aide, c'est le titre de son livre, l'aide est fatale. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau. Oui. Je crois que c'est un élément du débat qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'effectivement on a mis des milliards, je crois que c'est 1000 milliards depuis 50 ans dans cette aide au développement pour un résultat qui est quand même somme toute assez faible. Alors, sur l'aide au développement, bien entendu, il y a toujours des procès qui sont tenus à l'égard des grandes puissances. On cite des chiffres, naturellement. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais par exemple, l'aide au développement qui est aujourd'hui de 5%, qui était de 17% en 1980, est-ce que ça veut dire que il ne faut peut-être pas forcément réagir en disant il faut apporter l'argent, ce n'est pas forcément la solution, Jean-François Bodin? Dans la lutte contre la faim, il y a forcément la question des moyens qui arrive à moi. Moi, je remets la question politique en premier lieu. Aujourd'hui, je sais bien que comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, il y a 17 000 enfants qui meurent chaque jour dans le monde parce qu'ils n'ont pas assez à manger. 17 000 enfants qui meurent chaque jour. Regardez la volonté politique qu'on met pour se protéger du virus H1N1 en France, à juste titre par ailleurs. Mais ça veut dire que quand il y a une volonté politique, on est capable de mettre des moyens pour 4 ou 5 cas qui vont potentiellement devenir... voilà. Là, il y a 17 000 enfants qui meurent chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Donc c'est bien qu'il y ait une volonté politique qui manque au départ. Si on a besoin de débloquer des moyens, on trouvera les moyens de débloquer les moyens. Simplement, je pense que la politique aujourd'hui, c'est un manque d'altruisme, qu'on cherche à protéger d'abord ceux dont on a la charge qui est juste, mais je pense qu'une véritable politique, à mon avis, retrouverait toute sa grandeur à être un peu plus altruiste et de se dire, voilà, il y a des gens qui souffrent chez nous, il faut les aider, mais il y a aussi des gens qui souffrent plus encore à l'étranger. Si on pouvait les aider, on ferait quelque chose de bien. Je pense que ça grandirait la notion politique de s'engager sur cette voie-là. Je crains que ce discours que je porte soit sans doute un peu facile et surtout ne soit jamais mis en pratique par personne aujourd'hui, parce qu'électoralement, ça ne rapporte pas grand-chose. Alors ça tombe bien, parce que je voulais aussi vous interroger sur cette notion de solidarité. Nous avons tous entendu ces propos tenus par Benoît XVI à l'ouverture de ce sommet de la FAO. La notion de solidarité, est-ce qu'on serait trop naïf si on pensait que les politiques ne peuvent pas raisonner en termes de solidarité, Émeric Pourbet? C'est vrai qu'ils ont tendance d'abord à raisonner en fonction de leurs intérêts. Moi, si vous permettez, j'aimerais revenir aussi sur quelque chose qu'a dit Benoît XVI. Et quand Jean-François disait qu'il faut se méfier des solutions peut-être un peu trop faciles, on entend beaucoup revenir des discours malthusiens du style il faut limiter les naissances finalement pour régler le problème de la faim, et on parle maintenant pour le climat aussi, exactement. Je crois que ça, ce sont des vieilles solutions qui sont nées dans les années 60-70, où on commençait à dire on va être trop nombreux sur Terre, donc limitons le nombre de naissances. Et je crois que là-dessus, Benoît XVI dit quelque chose d'assez intéressant, je trouve, qui est que finalement, on ne peut pas promouvoir le développement et le vrai besoin de l'homme en détruisant la vie. Ça, je crois que c'est un état d'esprit, finalement, quand on va au fond des choses, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on aborde cette question de la faim. Oui, Jean-François Bodin, il y a de quoi nourrir toute la planète aujourd'hui, d'après les experts? D'après les experts, oui, c'est une question de répartition et de volonté. Mais c'est vrai que quand on voit une crise en Europe, par exemple la crise du lait, où on va déverser des tonnes d'abord, on empêche les agriculteurs d'en produire, enfin les éleveurs d'en produire, et ensuite, quand il y a du surplus, on le déverse par terre. Ça ne peut être que choquant. Alors, moi encore, je ne suis pas un spécialiste de ces économies planétaires, etc., mais forcément que le citoyen moyen ou la personne qui est une observatrice du monde dans lequel on vit, qui voit qu'on est capable de jeter des tonnes et des tonnes de litres de lait ou des pommes ou des tomates quand c'est la crise, et en face, alors je sais que ce sont des images, on nous dit souvent c'est une vision simpliste des choses, et on se réfugie du coup derrière une espèce de complexité qui tente à dire que rien n'est possible. Et bien moi je pense qu'il faut lutter contre ça. Il y a sans doute des moyens qui sont possibles pour faire en sorte que ces surplus puissent profiter quand même d'une façon ou d'une autre à ceux qui en ont besoin. Il y avait des échéances, des dates qui avaient été énoncées déjà en l'an 2000 pour l'objectif pour ce nouveau millénaire. On parlait de réduire de moitié la faim. On parlait d'éradiquer ce mal en 2025, de réduire de moitié d'ici 2015. C'est facile d'avancer ça, Émeric Pourbet. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre avis, il y a une interpellation qui peut être faite au chef d'État en disant les promesses toujours ?
Je ne sais pas. Je crois qu'on ne se préoccupe peut-être pas suffisamment des agriculteurs sur place, des petites exploitations qui finalement, eux, sont destinés à nourrir la population et non pas à être exportés. Je crois que c'est un des problèmes, c'est ça, c'est que les grandes institutions financières, etc., développent les agricultures vouées à l'exportation. Or, ce qu'il faut, c'est nourrir la population sur place. Les petites cultures familières, et peut-être que si on privilégiait des circuits peut-être plus courts que des grands plans à 5 ans ou à 10 ans, les choses marcheraient peut-être un peu mieux. À votre avis, est-ce que la mondialisation, ce système de grandes rencontres entre puissances auxquelles d'ailleurs les pays en voie de développement, les pays émergents notamment, sont conviés dans les G20, est-ce que vous pensez que cette mondialisation peut aider ou peut compliquer la situation? Quand il s'agit de sauver les banques, on a trouvé un accord pour le faire. Donc ça veut dire que quand il y a des sujets qui sont considérés comme des urgences, les pays sont capables de se mettre d'accord pour avoir des politiques similaires pour venir en aide. On a sauvé les banques aujourd'hui par des réunions internationales parce que tout le monde s'est engagé dans la même voie. Alors ça veut dire que, encore une fois, quand il y a volonté politique, ça peut peut-être marcher. Mais il faut que la volonté soit forte. Est-ce que vous pensez, sans faire de comparaison douteuse, qu'on peut faire allusion au débat qu'il y avait eu sur les moyens de lutter contre le sida et d'estimer qu'on faisait payer trop cher les soins ou les remèdes possibles en Afrique parce que ces pays étaient pauvres et qu'ils n'avaient pas de quoi se payer les soins? Est-ce qu'on peut faire le même procès en disant que les pays riches s'occupent des fléaux qui concernent les pays riches mais se préoccupent moins des fléaux qui concernent les pays pauvres, c'est-à-dire la faim? Oui, alors je crois qu'il y a aussi, pour prolonger un peu ce que vous dites, le débat effectivement sur les protections douanières qui sont notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis de manière déguisée. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser l'Europe là-dessus, qui font que effectivement, si on mettait tout le monde dans le grand bain de la mondialisation et finalement, pour employer des grands mots de l'ultralibéralisme, plus personne aujourd'hui ne pourrait vivre de l'agriculture décemment. Enfin, je pense que la question, elle est peut-être d'examiner comment remettre, sans aller jusqu'au protectionnisme, mais des barrières douanières pour permettre à ces économies, à ces agricultures locales de se développer correctement sans forcément être soumis à la concurrence mondialisée et outrancière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter, non pas un retour en arrière, mais de préserver un certain nombre de choses qui existaient dans ces pays-là et qui ont eu tendance à disparaître, Jean-François Bodin, avec cette mondialisation? Ça peut être une partie, un petit élément de la solution. Je crois qu'il y en a un autre qui est, à mon avis, du même ordre que celui qu'on pose quand on parle de préserver la planète. On dit que ça passe aussi beaucoup par des comportements personnels. C'est bizarre, hein. Couper l'eau de son robinet, fermer les fenêtres pour pas que le chauffage s'en aille, vérifier que sa voiture ne rejette pas du CO2. On dit que ça passe par des gestes personnels et il y a quand même une forte sensibilisation de la population aujourd'hui en Europe sur ces questions d'environnement et d'écologie. Sur la question de la faim, il n'y a aucune réflexion de cette nature. On ne dit pas aux personnes consommez moins, on dit au contraire consommez plus si vous pouvez, etc. Voilà. Donc je pense qu'il y a plusieurs pistes qui pourraient être lancées conjointement pour faire en sorte que ce problème soit aussi pris à bras le corps. Mais aujourd'hui, aucune campagne de sensibilisation ne viendra dire faites attention, si vous consommez un peu moins, ça permettra à d'autres de consommer mieux. Peut-être aussi parce que malheureusement, on ne sait pas organiser aujourd'hui ces circuits éventuels de redistribution. Si je suis bien les propos de Jean-François Bodin, Aymeric Pourbet, ça veut dire que cette question de la faim dans le monde n'est pas une question qui est loin de nous, mais qui peut nous concerner à travers nos comportements aussi? Oui, absolument, je crois qu'effectivement, on a aussi à prendre conscience que tout est lié d'une certaine manière, qu'il y a une interdépendance de ce qui se passe en Afrique et de ce qui se passe chez nous, et je pense notamment effectivement à la question de l'immigration, qui est une vraie question aujourd'hui posée à l'Europe, à la France, et qu'on ne pourra résoudre d'une manière satisfaisante parce que c'est aussi on prive finalement ces pays d'une population qui peut être précieuse, ne pourra être réglé que effectivement si on règle le problème notamment de la faim dans ces pays. Donc, autrement dit, il peut y avoir une tendance un peu naturelle, un peu humaine de se préoccuper de son prochain dans le sens proximité géographique. Et vous pensez qu'il faut revenir à ce fameux discours qu'il faut aussi se préoccuper de ceux qui sont lointains, qu'on ne voit pas en dehors des spots en effet qui nous alertent. Ce fait par Jacques Diouf, le patron de la FAO, avec ce spot en nous disant qu'il y a des enfants, comme vous le disiez, qui meurent de faim. Mais c'est très loin de chez nous, ça. Oui, bah c'est la difficulté. Et c'est compréhensible. Enfin, je veux dire, il y a aussi aujourd'hui des gens près de chez nous qui souffrent, qui ont des vraies difficultés matérielles, etc. Alors après, quelle attention on peut porter aux gens qui sont loin? Je pense que c'est aussi une question de culture médiatique, d'engagement personnel, de rapport au monde, d'ouverture au monde, etc.
Enfin, voilà, mais moi, je ne sais pas bien comment dire là-dessus, parce qu'il faut faire attention, non pas à se dire, simplement si on regardait ce qui se passe loin, on serait plus attentif et ça marcherait mieux. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Ça peut participer d'une ouverture au monde, mais il faut faire attention à ne pas opposer ceux qui souffrent près de chez nous et ceux qui souffrent loin de chez nous. Il y a ceux qui souffrent sur la planète et il faut travailler d'une façon ou d'une autre à ce que ces personnes-là, qu'elles soient loin ou proches, puissent vivre mieux et décemment. Alors, dernière question, dans les propositions faites, quand même, il y en a eu à ce sommet de Rome, le rôle qui pourrait être dévolu de manière plus importante aux ONG. Des ONG comme le CCFD, le Comité catholique contre la faim pour le développement, vous pensez que les ONG ont un rôle plus important, devraient avoir un rôle plus important à jouer ? Oui, je pense que c'est toujours un peu, il y a une espèce de dichotomie entre le grand sommet institutionnel et puis à côté le contre-sommet ou l'alter-sommet. Moi, je pense qu'effectivement, ces ONG, elles sont sur le terrain, elles ont une vision peut-être plus pragmatique de ce qui se passe, non pas des grandes idées à appliquer un peu de manière abrupte, et qu'on gagnerait à les écouter davantage, ça c'est certain. Écoutez, je pense que ce débat, nous aurons d'autres occasions de le prolonger. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Jean-François Bodin, en dehors de cette actualité, certains faits d'actualité vous ont frappé et méritent alors un point d'interrogation, des points de suspension à votre convenance. Ou des points d'exclamation, ça dépend. Alors je vais commencer par un point d'exclamation. On l'a évoqué dans l'émission, Aymeric en a parlé tout à l'heure, c'est ce titre que j'ai vu effectivement ce matin en disant que le poids de la natalité était un risque pour l'équilibre écologique de la planète. C'est absolument sidérant, c'est-à-dire que ça c'est un peu un point d'exclamation, parce que je trouve ça, quand ce discours commence à être tenu, je pense que ça devient grave, c'est-à-dire que limiter les naissances, en clair, on va sauver la planète au niveau écologique. La faim dans le monde, l'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard de naissances, c'est 1 milliard de personnes, 43% de la population qui a moins de 15 ans. C'est une chance énorme. Il faut arrêter de dire que la natalité perturbe le système écologique et faire porter sur la vie des décisions qu'on n'est pas capable de prendre nous-mêmes. Et puis après, pourquoi pas dire, il n'y a qu'à limiter l'âge à 65 ans et l'euthanasie viendra en aide parce que finalement les personnes nous coûtent cher et on va... Enfin bref, c'est un cercle complètement vicieux qu'il faut dénoncer à grand cri. Je ne sais pas qui a publié ce rapport, mais moi j'ai été choqué. Voilà, je le dis très clairement. Deuxième petit coup de point d'exclamation, mais je crois qu'Aymeric va le développer aussi, qui n'a rien à voir celui-là. On n'a pas le droit de faire des mains dans les surfaces de réparation, c'est interdit. Et il faut arrêter que le football devienne un sport où la triche et la simulation tiennent lieu de victoire. C'est absolument scandaleux. J'aurais préféré que la France ne soit pas à la Coupe du Monde en 2010 et je ne regarderai pas les matchs de l'équipe de France à cette Coupe du Monde en 2010. Alors, Aymeric Pourbet, vous avez vu cette, entre guillemets, main de Dieu de Thierry Henry et ça vous a choqué comme Oui, point d'exclamation, effectivement. Pour le traitement médiatique de cette main de Thierry Henry, parce qu'effectivement que l'équipe titre la main de Dieu, qu'un autre journal, Le Parisien, pour ne pas le citer, également du même groupe, Amaury, qui est un départ dans le Tour de France, titre miraculeux. Je trouve que là, il y a un déplacement des champs symboliques qui est extrêmement frappant et qui est aussi effectivement une avalisation complète de la tricherie parce que l'enjeu est tel qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. L'enjeu financier, sportif, absolument, on est bien d'accord. Donc voilà, et puis ça nous ramène aussi à un temps plus ancien où les Romains disaient déjà du pain et des jeux. Effectivement, c'est peut-être aujourd'hui plus important, en tout cas, si on en croit les médias, que les problèmes de la faim dans le monde. Bon voilà, on peut aussi mettre en balance les deux conversations d'aujourd'hui. Est-ce que ça ne veut pas dire, ce que disent beaucoup de sociologues, nous le savons, que la religion, là encore, entre guillemets, elle se passe avec les dieux du stade, puisqu'on les appelle comme ça, les héros des Mais s'il y a un engouement pour des exploits sportifs, moi, à la limite, pourquoi pas? Je trouve que c'est un côté, une vertu aussi de sortir de son quotidien, c'est très bien. Mais quand ces références deviennent explicitement de la triche ou empiètent sur le domaine du miraculeux ou effectivement sur un terrain glissant, c'est là que ça devient dangereux. Moi, des compétitions sportives de bon niveau avec des gens qui se battent à armes égales, loyalement, etc., pourquoi pas? Et si ça rassemble des foules, c'est très bien. Mais c'est fini, c'est fini. Mais que dans ce système-là, encore une fois, la triche, la simulation, on se met à crier sur les arbitres, il y a des enjeux financiers énormes, viennent complètement perturber tout ça. C'est ça qui est gênant en fait. C'est pas le sport pour le sport. Il faut au contraire faire la promotion du sport, c'est formidable. Mais ces dérives-là devraient être, à mon avis, sanctionnées. Et je trouve que ce qui s'est passé hier vraiment ne va pas. Enfin, je pense que le joueur aurait même dû dire j'ai fait une faute. Voilà. Et je pense qu'il en serait sorti grandi. L'équipe de France en serait sortie grandi avec lui. Si je peux juste ajouter un petit mot, ce qui moi m'interroge, c'est effectivement ce titre miraculeux. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la victoire in extremis de l'équipe de France, ou est-ce qu'on parle du fait que l'arbitre n'ait pas vu cette main
et donc permis la victoire. Enfin, je pense que là, il y a un double sens qu'on peut analyser longtemps. Enfin, nos confrères de la presse sportive vont en parler aussi pendant très longtemps. Écoutez, de toute façon, je pense que nous aurons sûrement peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet, puisque le rendez-vous sera pris je crois, ça fera dans 6-8 mois, en tout cas au mois de juin, si je ne me trompe, en Afrique du Sud, pour cette Coupe du Monde. Cette émission s'achève. Il me reste à vous remercier, Jean-François Aymeric, d'avoir participé à cette édition de cette semaine. Vous pouvez revoir notre émission sur notre site www.ktotv.com, soit pour la revoir, donc, soit pour, bien entendu, faire vos propres commentaires. Je vous souhaite pour ma part un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.